Bonjour tout le monde, je m'appelle Eddie Oldfield, je suis un coordonnateur de projet avec Quest. Je suis rejoint avec mes collègues Helda Renian de Quest et notre conférencier principal Daniel Savard aujourd'hui, qui va nous parler un peu plus de protection de l'environnement et l'inclusion de meilleurs rendements des capitaux investis. C'est le quatrième webinaire dans notre série de promouvoir l'efficacité énergétique dans l'utilisation des terres. Merci. Prochaine diapositive. Alors pour aujourd'hui, maintenant qu'on a fait le bienvenu, j'aimerais donner la parole à Daniel Savard. Merci, Eddie. Je veux faire ici un rappel rapide sur cette formation-là. Le but que je vise avec l'exposé, c'est vraiment de faire en sorte que les dirigeants, les décideurs deviennent les héros des événements dont ils ont à faire face. Je vise à vous aider à adopter des mesures de mise en œuvre en efficacité énergétique, incluant des principes et concepts en durabilité qui vont vous permettre d'aménager des projets qui respectent l'environnement, de répondre à pratiquement toutes les problématiques sociales dont vos collectivités ont à faire face et aussi d'obtenir des revenus adéquats qui vont vous permettre d'offrir des aménagements durables ayant de grandes capacités en efficience énergétique et des services adéquats à ceux qui vivent dans ces aménagements. Lorsqu'on présente l'approche en durabilité qu'on appelle le design de collectivités durables, nous croyons que ça peut aider les collectivités à répondre à pratiquement toutes les inquiétudes de la population avec l'aménagement, incluant l'efficience en énergie, et intégrer des projets qui vous permettront aussi de répondre au changement climatique, d'offrir du logement abordable et d'aller chercher des revenus adéquats et aussi d'augmenter vos revenus avec le développement. On est rendu maintenant à la quatrième session, comme Eddie l'a mentionné, juste pour faire un rappel rapide. Au mois de septembre, on a parlé vraiment du cadre qu'on appelle l'approche de design de collectivité durable. Au mois d'octobre, on a parlé de collectivité abordable et de logement abordable. Au mois de novembre, on parlait d'infrastructures grises et vertes. Aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu plus sur la protection de l'environnement et l'inclusion de meilleurs rendements des capitaux investis. Et par après, le mois prochain, on va parler vraiment de mettre ça en œuvre, de quelle façon on peut intégrer le tout dans un atelier ou est-ce que ça va être un exercice pratique. On va en reparler tout de suite après cette présentation-ci. Qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis président de ma compagnie qui s'appelle Deco Design. Je suis un urbaniste professionnel certifié par l'Institut canadien des urbanistes. J'ai une maîtrise en urbanisme de l'Université McGill et aussi une en administration des affaires de UNB. J'ai plus de 35 ans d'expérience en aménagement de territoire avec spécialisation en durabilité. J'ai travaillé dans les secteurs privés, publics et sans but lucratif et j'ai reçu du Gulf of Maine Council le Visionary Award pour le projet du village en haut du ruisseau dont on va parler durant cette présentation-ci. Je suis toujours aussi un associé senior avec Quest. OK, on est rendu à la quatrième session. Imaginez-vous que le cadre et l'approche des codes est un des morceaux du puzzle. Ça va être la protection de l'environnement et l'inclusion des meilleurs RCI ou rendement des capitaux investis. Ça veut dire que lorsqu'on parle de projets communautaires durables, on parle vraiment d'intégrer à la fois des éléments sociaux, environnementaux et économiques spécifiques à un site à aménager. Il y a deux éléments cruciaux à considérer, un qui traite du site naturel et l'autre du rendement des capitaux investis ou le RCI. OK. Cette session-ci, on va regarder un peu plus près l'intégration des éléments relatifs à l'environnement naturel. On va se demander une question, quels sont les éléments à considérer lorsqu'on aménage? Quel est l'avoir vert de votre propriété? Déterminer aussi les RCI appropriés pour votre projet. Utiliser les éléments, les instruments légaux appropriés pour justement avoir un projet qui soit légal.
intégrer avec tout ça les éléments appropriés dans un ensemble et regarder au résultat à la fin et voir qu'est-ce qu'on en pense. OK. On va commencer avec l'intégration des éléments de l'environnement naturel, des éléments à conserver, et on va regarder un petit peu plus le contexte. Dans le contexte, il faut poser une question, c'est lorsqu'on commence avec les gens de notre communauté, on doit regarder qu'est-ce qui les fait vibrer. Est-ce que c'est la durabilité? Est-ce que c'est l'efficacité énergétique, les problématiques avec les personnes âgées ou l'abordabilité du logement, ou peu importe, on doit partir d'où les gens sont, ce qui les fait vraiment vibrer et voir de quelle façon on ne pourrait pas intégrer avec ça aussi d'autres éléments en durabilité qui vont faire en sorte qu'on puisse monter un projet qui soit vraiment durable dans notre communauté. OK. Lorsqu'on se pose justement la question, on va regarder à l'environnement naturel, on devrait se demander vraiment ce qu'on vise au niveau du design environnemental. Si on regarde au spectre du design environnemental, bien entendu, la plupart de nos lotissements qui sont faits présentement dans notre communauté, on les appelle des lotissements conventionnels. C'est mieux que des lotissements qu'on appelle illégaux, là. Mais d'un autre côté, si on regarde au niveau du spectre du design environnemental, on se retrouve avec une pauvre efficacité énergétique et aussi au niveau environnemental, il y en a plusieurs qui vont vous dire ben, ce n'est pas vraiment extraordinaire. Ça fait que là, ben, ce qui est arrivé, c'est que la plupart des communautés ont commencé à dire ben, pourquoi pas aller vers des édifices LEED. OK, c'est mieux que des édifices qui n'ont pas l'efficience énergétique, mais d'un autre côté, on doit regarder aussi qu'un édifice LEED, vous aurez probablement le meilleur édifice que vous pourriez peut-être bâtir, mais si c'est localisé au mauvais endroit, ben là, au niveau environnemental, on n'a pas encore atteint le but de la durabilité. Aujourd'hui, on va s'attarder un peu plus sur l'approche d'école, qui est vraiment à regarder au niveau durabilité de l'aménagement qu'on amène sur notre territoire. Et on pourrait aller même beaucoup plus loin. On peut aller avec instaurer avec ça des mesures qui sont restauratrices pour l'environnement qui a été soit détruit ou a été endommagé parce qu'on a commencé justement à bâtir sur un site qui était plus naturel. Et on pourrait aller vraiment beaucoup plus loin en ayant des sites qui pourraient amener des éléments régénérateurs de ce qui a été détruit dans le passé avec d'autres lotissements conventionnels, à même le projet qu'on voudrait amener dans notre collectivité. OK. On regarde à tout ça et on se dit, OK, c'est compliqué des fois, on parle vraiment de solutions qui peuvent être un petit peu plus complexes que seulement du conventionnel. Mais si on n'inclut pas des solutions qui seraient plus innovatrices et plus durables, on s'en va vers des problèmes. Ce n'est pas ce que c'est qu'on voudrait avoir en tant que communauté, mais d'un autre côté, si on parle des problèmes, et qu'on essaye de trouver des solutions plus environnementales, on est capable de trouver des solutions justement qui vont nous permettre d'avoir un design qui va viser l'environnement naturel et qui nous permettrait d'avoir un projet qui sort du commun. Lorsqu'on parle d'efficacité énergétique à travers la durabilité, il y a plusieurs gens qui s'imaginent que c'est seulement qu'un des éléments. Mais l'efficacité énergétique, pour la plupart des gens qui travaillent en planification, comprennent ça, c'est que ça fait partie intégrante des éléments en durabilité. On parle ici de différents secteurs critiques. La province du Nouveau-Brunswick, pas la province du Nouveau-Brunswick, la province de la Nouvelle-Écosse a fait une étude, un plan d'action pour leur population âgée. Dans leur plan d'action, ils ont déterminé comment atteindre la durabilité en se disant on devrait avoir une approche qui soit plus durable. Et voici des secteurs critiques qu'ils ont dénombrés.
l'espace extérieur, l'édifice, transport, participation sociale, respect et inclusion sociale, participation communautaire et emploi, communication et information, appui communautaire et services de santé. Bon, on n'ira pas réinventer la roue, on va prendre les mêmes secteurs critiques et on va ajouter à ça l'approche, par exemple, de design de collectivité durable ou de design qui nous permettrait, par exemple, d'aller beaucoup plus loin avec l'espace extérieur, par exemple. Avec l'approche de code, on vise au moins 50% d'une propriété qui serait protégée afin d'atteindre une meilleure efficience de l'espace et une réduction des déchets. Au niveau des édifices, on aimerait créer de l'interaction intentionnelle, accroître les relations sociales et les connexions et trouver une réponse aux personnes isolées afin justement d'avoir une meilleure efficience avec le site et l'édifice. On voudrait aussi requérir des voisinages à même notre aménagement qui soient plus propices à la marche et cyclables, et ayant aussi une densité d'occupation du sol qui soit au moins de 7 unités à l'arc, afin justement d'atteindre une meilleure efficience énergétique et de l'espace. On voudrait aussi avoir, à travers l'approche des codes qu'on va utiliser avec l'aménagement de notre site à développer, on voudrait emmener les résidents à participer au design de leur voisinage afin qu'ils nous donnent aussi des types d'efficience énergétique qu'on n'a peut-être pas pensé. Et lorsqu'on parle de petites communautés, surtout au Nouveau-Brunswick, on a plusieurs de ces petites communautés-là qui font face à de la dépopulation et des bas investissements. Est-ce que c'est possible, avec notre aménagement, justement, d'attirer les travailleurs du savoir, les investissements, afin justement d'avoir une meilleure efficience énergétique, communautaire et réduction des déchets, et d'amener aussi plusieurs partenariats et participations de groupes divers qui vont nous aider justement à trouver plus d'efficience énergétique et l'intégration aussi de tous les éléments environnementaux, socio-économiques pertinents avec le projet qu'on voudrait monter dans notre communauté pour atteindre, encore là, une meilleure efficience énergétique. Tout ça vise à avoir un projet qui soit plus intégré et plus durable. Lorsqu'on parle justement d'avoir l'avoir vert de notre site, et des problématiques environnementales qui s'appliquent dans notre région, on doit se poser des questions. On doit se demander mais comment on peut avoir cette information-là? Et ceux qui travaillent en planification, bon, il n'y a rien ici que vous allez voir qui est nouveau, là. On prend toute l'information qu'on pourrait trouver dans notre région, qui pourrait s'appliquer justement au site qu'on voudrait développer, que ce soit la géologie du site, la configuration du site, drainage du sol, foresterie, terre humide, hydrologie, les zones écologiques sensibles ou les bassins hydrographiques, ou peu importe le type d'information qui est pertinent pour notre région, qui pourrait avoir une incidence sur l'aménagement de la propriété qu'on voudrait développer. Et bien entendu, lorsqu'on parle aussi des problématiques sociales et économiques, pourquoi pas amener avec ça aussi des statistiques locales, zonage actuel, l'aménagement prévu du territoire, les réseaux de sentiers et autres, et prendre toute cette information-là et dire, OK, maintenant, on regarde au portrait qu'on aurait pour la propriété qui était à développer. On doit se poser une question, on doit se dire, comment ça va s'appliquer vraiment à notre site? Est-ce qu'on comprend l'impact sur le site? Nous, on vous propose d'utiliser une analogie qu'on appelle l'analogie des feux de circulation. C'est-à-dire qu'on a 3 couleurs sur une carte qui représente la propriété qu'on va développer. Et, par exemple, tout ce qu'il va avoir comme polygone rouge, c'est là où est-ce qu'on va voir des contraintes écologiques. On ne devrait pas construire de maisons là-dessus. On ne devrait pas avoir d'infrastructure non plus qui est bâtie là-dessus. Lorsqu'on regarde à des secteurs qui ont des caractéristiques un peu plus importantes, qui devraient être considérés comme protection ou conservation, c'est là où est-ce qu'on pourrait se dire, OK, on n'aura peut-être pas de maisons qui vont être bâties là-dessus, mais on devrait avoir certaines infrastructures qui seraient permises. Et le secteur qui resterait,
ce serait le secteur qu'on appelle secteur constructible, où on pourrait justement densifier le plus possible l'utilisation du sol, qu'on pourrait bâtir non seulement plus d'infrastructures là, mais aussi les maisons qu'on voudrait bâtir là et aussi l'utilisation du sol qui serait plus intense. OK. Si on regarde à ce que c'est que ça veut vraiment dire, Randall Aaron, dans son livre Growing Greener, il ne parle pas d'une zone rouge, il parle d'un espace de conservation primaire. En fin de compte, ça revient à dire les contraintes écologiques. C'est des éléments qui concernent des parties non constructibles des biens-fonds, comme les secteurs qui sont humides, sujets aux inondations à forte inclinaison, inappropriés pour la construction, en fin de compte. Et là, c'est là où est-ce qu'on se dit, où est-ce que ça va s'appliquer vraiment sur notre territoire. Ici, on a la propriété, justement, du village en haut du ruisseau. Et lorsque on a marché le site, on a eu des experts qui nous ont donné un rapport qui correspondent justement aux lettres qui sont indiquées ici, M, P, H, J, L, N, S. Bon, ça correspond à des contraintes écologiques qui sont déterminées sur le site. Et c'est là où est-ce qu'on s'est dit, OK, ça représente des contraintes écologiques. Vous allez aussi noter qu'il y a une zone assurée en rouge, c'est qu'on a ici, au Nouveau-Brunswick, une réglementation qui est de 30 mètres de non-aménagement autour des terres humides, mais cette réglementation est pour le Nouveau-Brunswick. Si c'était une autre juridiction, ça pourrait être différent. Lorsqu'on va faire l'atelier le mois prochain, je vais vous laisser libre de décider si vous voulez l'inclure ou pas l'inclure comme contrainte écologique et vous pourrez travailler justement à bâtir votre propre design de la propriété que vous allez aménager. OK, tout ça étant dit, on regarde maintenant à déterminer les espaces de conservation secondaire comme Randall Aaron l'indique dans ses livres. Ça correspond vraiment à des caractéristiques biologiques, naturelles, terres agricoles, culturelles, historiques. Ce sont les lettres que vous voyez où c'était indiqué, les polygones A, B, O, E, F, G, H, qui représentent justement des zones de conservation qui seraient secondaires. Et par après, on se demande la question, c'est quoi les pourcentages vraiment où on pourrait bâtir sur le terrain? Ce que c'est qu'on a fait, c'est qu'on a regardé justement aux contraintes écologiques, on a additionné ça des composantes importantes, qui sont les zones en jaune, et on a appelé ça une zone de conservation. Et ce qui restait, c'est vraiment la zone où on va mettre l'emphase pour bâtir, pour aménager nos maisons, où est-ce qu'on va essayer de densifier le plus possible et d'avoir l'aménagement sur le site qui soit approprié et bien localisé. OK. Ceci étant dit, maintenant, comment ça va vraiment s'appliquer à notre site? Il faut regarder de façon séquentielle comment on va pouvoir fonctionner avec toute cette information-là. La première étape, bien entendu, c'est de déterminer l'espace naturel, c'est-à-dire savoir où sont nos zones de contraintes écologiques et où sont les composantes importantes qu'il faudrait probablement protéger ou conserver, qui sont les zones en jaune. Et regardez, OK, là maintenant, on peut densifier dans les zones qui sont indiquées ici en C. OK. Ça veut dire quoi? Par après, on peut maintenant penser aux maisons qu'on pourrait aménager sur les terrains qui sont appropriés. Et on fait un exercice qui est assez simple. On donne un paquet de M&M aux gens. On leur dit, mangez pas vos maisons. Chacun des M&M représente une unité résidentielle et on demande aux gens, prenez avantage du site, que ce soit au niveau solaire, bonne orientation solaire, que ce soit protection des grands vents en hiver, que ce soit d'éviter la surchauffe en été, que ce soit d'avoir interaction sociale. Vous mettez toute cette information-là en considération et vous déterminez le meilleur aménagement où justement vous pourriez avoir
la concentration de vos maisons. Lorsque vous êtes content d'où vos MNF sont localisés après une discussion entre les gens qui participent justement à la rencontre, ben c'est là où est-ce que vous déterminez, vous allez tracer autour de vos M&M et si ça vous tente encore, vous pouvez manger vos maisons si vous voulez. Par après, ben, on a un exercice qui est assez simple, qui est de déterminer l'aménagement général des rues, à peu près l'orientation, comment les rues vont s'organiser à travers votre lotissement résidentiel, ou ça peut être aussi un lotissement mixte. OK? Et quand vous avez terminé cette étape-ci, la ligne des lots est vraiment la dernière étape de tout l'aménagement que vous allez avoir sur la propriété que vous voulez développer. C'est extrêmement important de considérer la séquence. On ne commence jamais avec la ligne des lots, on ne commence jamais avec les rues, on ne commence jamais avec le set des maisons, mais avec l'espace naturel. Et on procède par après au site de maison et par après à la détermination de l'aménagement des rues et à la fin seulement des lignes de l'eau. OK. Et Daniel, oui. Juste pour interrompre une minute, il y a une question de Myriam. Elle pose la question, c'est qui l'agence ou le consultant du Nouveau-Brunswick qui a suggéré vous pour faire une étude complète, les environnements ou toutes les autres contraintes écologiques, et combien peut coûter une telle étude? Ah, ben ça va être une question à répondre lorsque j'aurai terminé la présentation, si la dame est, si c'est correct avec elle. On pourra justement, parce que il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte avec ça. OK? Je vais continuer avec la présentation. Lorsque vous regardez justement dans votre région comment ça va s'appliquer, on peut aussi se demander qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la densité, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des revenus. La densité par rapport à la densité brute, par rapport à la densité nette, on en avait parlé durant la deuxième session. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps devant moi pour revenir en arrière de ça. Je vous suggère de revenir, de regarder avec la session 2 à l'information qu'on a présentée. Aussi, des terrains à développer, conservation et design. On a maintenant un meilleur aperçu comment on voudrait procéder avec ça. Coût des opérations et des infrastructures. Qu'est-ce que ça veut dire? L'influence que ça va avoir justement la densité d'occupation du sol, les revenus par rapport au coût aussi, que ce soit les revenus au niveau de la vente des maisons ou les revenus au niveau de la taxation avec la municipalité. Pour illustrer le tout, là, je vais vous donner un exemple avec une propriété de 40 acres, par exemple, que vous auriez, qui serait considérée par la municipalité de pouvoir donner l'approbation pour développer. Et vous avez votre constructeur ou votre promoteur qui vient à la municipalité et qui dit « OK, le résultat maintenant, avec le zonage qui est en place, on a le droit d'avoir 0,66 maisons à l'acre, qui est à peu près ce que c'est qu'on a calculé pour la plupart des petites municipalités rurales dans le nord de la province du Nouveau-Brunswick. Bon. On va essayer de prendre aussi les mêmes pourcentages de conservation et de protection qu'on a avec le village en haut du ruisseau, qui était environ 35 des contraintes écologiques qui étaient considérées sur le territoire. On va dire que c'est 35 aussi pour le 40 acres, ce qui revient à 14 acres. Ça voudrait dire que ce qu'il nous reste à développer, ça va être sur 26 acres ou 65 de la propriété elle-même, avec une densité d'occupation du sol de 0,66 unités à l'acre. On se retrouve à 27 maisons qui pourraient être bâties là-dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle du lotissement conventionnel. D'un autre côté, si on prend la densité du village en haut du ruisseau qui était de 6,8 maisons à l'acre pour une propriété de 40 acres et qu'on ajoute à ça non seulement les contraintes écologiques, mais aussi les composantes importantes, c'est-à-dire les zones jaunes, à considérer avec la propriété elle-même, on se retrouve avec 76 de propriété qui sera protégée et on bâtirait sur 10 acres
au lieu de 26 acres avec du lotissement conventionnel, et on serait capable d'aller chercher jusqu'à 272 maisons, même site, mais différents résultats comme on peut voir ici. OK. En ce qui est trait au rendement, je vais commencer avec le développeur ou avec le promoteur. On va prendre l'exemple d'une maison de 200 000, j'aurais pu prendre 300 000 ou 400 000, mais c'est juste pour avoir un ordre de grandeur. C'est ce qu'on avait calculé avec certaines communautés dans le nord de la province. Et on était arrivé justement avec des ventes totales comme suit. Si on commence avec un projet conventionnel, ça veut tout simplement dire la densité d'occupation du sol va être d'environ 0,66 unités par acre, ce qui revient à dire qu'on va avoir 27 maisons. 27 maisons à environ 200 000 par maison, ça veut dire vente totale d'environ 5 millions. Sur 26 acres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coûts d'infrastructure vont être assez élevés. Ça va être plus de 1 million qu'on avait calculé, ce qui revient justement à des ventes nettes d'environ 4 millions. D'un autre côté, si on prend la densité du Villages-Angle du Ruisseau avec 6,8 unités à l'acre, on se retrouve avec 272 maisons qui seraient bâties là, avec des ventes totales à 200 000 l'unité de 54 millions, bâties sur 10 acres et non pas sur 26 acres, avec des coûts d'infrastructure qui sont moindres, tout simplement par rapport à du lotissement conventionnel, même s'il y a plus de maisons. Tout simplement, on n'a qu'à penser, par exemple, à un tuyau d'égout où vous avez 10 personnes qui habitent autour du tuyau d'égout de 100 mètres ou une personne qui habite sur un tuyau d'égout de 100 mètres. Ben, c'est là où est-ce qu'on peut voir, OK, il n'y a vraiment qu'une seule personne qui va payer pour le tuyau d'égout s'il y a seulement qu'une personne autour du tuyau d'égout de 100 mètres. Les ventes nettes, au niveau des ventes totales, c'est un peu plus que 54 millions. Ventes nettes, on a calculé moins de 1 million pour les coûts d'infrastructure, ce qui revient à 53-54 millions. Okay. On se retrouve ici 15 fois plus de revenus. Nos développeurs, règle générale, ont besoin de comprendre le calcul, et lorsqu'ils comprennent le calcul, ben là, ça devient, comme ils disent en anglais, un no-brainer. Bon. Tout ça étant dit, maintenant, on va continuer avec les coûts d'opération et les coûts d'entretien pour la municipalité. On reçoit tous nos taxes par année, par individu. D'un autre côté, il faut comprendre une chose, c'est que les coûts d'opération ou les coûts d'entretien pour une municipalité, c'est par région, que ce soit au niveau de l'infrastructure, que ce soit au niveau des incendies, de la police, ambulance, nommez-le, c'est des coûts par région. Et c'est là où est-ce qu'on doit regarder qu'est-ce que ça veut dire ce 40 acres. Ça fait qu'on va essayer de l'illustrer sur justement la propriété de 40 acres dont on parlait. Avec des revenus bruts en taxation qui seraient, on va dire, 1,39 au 100 d'évaluation, avec du lotissement conventionnel, on se retrouve à environ 74 000 par année qui permettrait justement aux gens de pouvoir payer leurs taxes à la municipalité. Bien entendu, c'est bâti sur 26 acres. Ça va avoir énormément d'impact sur les coûts d'opération qui vont être plus élevés. 122 000 pour 74 000 par année au niveau de la taxation. Ça voudrait tout simplement dire c'est qu'il y a un manque de 48 000 avec un lotissement conventionnel de 27 maisons. D'un autre côté, avec la densité du Villages-Angle du Ruisseau à 272 maisons qui seraient bâties là, on est capable d'aller chercher des revenus bruts en taxation de 756 000 qui seraient bâtis sur 10 axes. Les coûts d'opération seraient moindres, de 93 000 par rapport à 122 000 si c'était un projet conventionnel, avec des revenus nets de 663 000 après qu'on a payé pour les coûts d'opération. Ici, on se retrouve avec une différence de 710 000 OK. Le bottom line en arrière de tout ça, c'est qu'une infrastructure plus étendue est une infrastructure qui est plus dispendieuse. Imaginez-vous que les coûts d'opération dans votre communauté sont, pour chaque dollar d'opération, on aimerait avoir, par exemple, des revenus en taxation. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec 1,39 au 100 d'évaluation et une densité d'occupation de 0,66 unités ou maisons par acre, on se retrouve avec
et un sou de revenu pour chaque dollar d'opération. Ce que ça revient à dire, c'est qu'il faut trouver un autre 39 cents pour chaque dollar d'opération pour rentabiliser. D'un autre côté, si on a une densité de 7,8 unités à l'heure, on se retrouve avec des revenus de 8 environ de revenus, moins les coûts d'opération de 1 $, on se retrouve avec 7 $ de bénéfices dans les coffres des municipalités. OK. Si on fait un sommaire de tout ça pour une municipalité ou pour une communauté, il faut comprendre la densité. La densité que vous avez dans votre zonage, dans les petites communautés, lorsqu'on parle de lot à développer de 5,8 unités pour un lot à développer, la réalité démontre autant comme autant que c'est environ 0,66, 0,9 environ propriétés à développer lorsque ça vient le temps justement de considérer la densité brute. Il faut regarder aussi au niveau de la conservation. Si on a une conservation de la propriété qui est plus élevée, on va dire 75 %, on note que les coûts d'opération et des infrastructures vont être moindres parce que ça est en proportion de l'espace qui est aménagé. Si on aménage sur 24 % du territoire ou 25 % du territoire, c'est beaucoup moins cher que d'aménager sur 65 % comme on l'avait démontré avec un projet qu'on appelle conventionnel. Au niveau des revenus et des coûts d'opération, pour chaque dollar que ça va vous coûter au niveau des coûts d'opération, il faut comprendre que les revenus en taxation et les ventes vont être déterminés par la densité d'occupation du sol. Et c'est là où est-ce qu'on doit se dire, ben, l'efficacité, c'est assez évident à comprendre lorsqu'on comprend la mathématique en arrière de tout ça. OK. Ceci étant dit, maintenant, on va regarder un peu plus à ce que c'est que ça veut dire pour notre région, comprendre le contexte, les 4 niveaux de juridiction dont on a à considérer, peu importe l'aménagement qu'on voudrait amener dans notre communauté, au niveau fédéral, provincial, régional, local et municipal. 4 niveaux de mise en œuvre, bien entendu, ils vont vous donner, chacun des niveaux va vous donner des normes, des directives et aussi des financements et des programmes. Mais lorsque ça vient à justement avoir une entente locale et une mise en œuvre au niveau local, vous allez avoir besoin d'avoir une certaine réglementation locale et des arrêtés. Et c'est là où est-ce qu'on va poursuivre avec les instruments locaux qui sont appropriés. On parle de quoi ici? Si vous parlez, par exemple, de durabilité avec vos projets ou avec vos régions, prenez le bon outil. On a, par exemple, le plan municipal ou rural qui vous permet justement de déterminer vos objectifs avec la durabilité et ne pas avoir peur d'utiliser des outils qui n'ont peut-être jamais été utilisés dans le passé dans nos communautés, que ce soit un plan secondaire. Ici, au Nouveau-Brunswick, on a la possibilité de faire ça ou d'avoir un projet d'aménagement avec la loi sur l'urbanisme du Nouveau-Brunswick. D'autres juridictions ont d'autres types d'outils, mais c'est similaire à ce que c'est qu'on a ici au Nouveau-Brunswick. Lorsqu'on parle de l'espace de conservation et qu'on voudrait avoir une fiducie foncière, ce qu'on appelle en anglais les land trusts, qui prennent justement, qui deviennent les propriétaires de l'espace à entretenir, l'espace vert à entretenir, pourquoi pas utiliser, par exemple, la loi sur des servitudes écologiques, comme on a ici au Nouveau-Brunswick, qui va vous permettre de faire quelque chose comme ça. Regardez aussi au droit de propriété de l'espace communautaire et l'entente de condo, comment ça peut fonctionner à travers la loi sur la propriété condominiale. On a, par exemple, ce qu'ils appellent en anglais le Bare Land Condo, qui est important et aussi utile justement pour avoir plus de possibilités et de flexibilité à créer, par exemple, une association de propriétaires qui vous aiderait justement à mettre tout ça en œuvre. Et regardez aussi aux outils spécifiques qui vous aideraient, que ce soit la redevance d'aménagement, que ce soit des ententes de zonage incitatif, que ce soit l'acquisition de terrain, que ce soit l'arrêté de construction. Prenez les outils qui sont les plus pertinents où vous seriez capable d'amener un aménagement qui soit plus durable dans votre communauté. Lorsqu'on regarde justement de quoi on parle avec la mise en œuvre locale, bien entendu, on pense aux instruments en planification, que ce soit le plan de territoire, zonage,
le bâtiment, lotissement et marge de retrait. Et là, on regarde, on dit, OK, on va avoir notre plan d'urbanisme qui va établir les objectifs à l'échelle locale. Un plan d'urbanisme, ça peut être soit le plan municipal ou le plan rural. Et on regarde aussi par après à établir des stratégies afin d'atteindre nos objectifs avec le zonage et aussi tous les autres outils qui sont plus prescriptifs, que ce soit au niveau des bâtiments, lotissements, marge de retrait. Et on note qu'on peut appliquer ça à l'échelle locale. Et ça peut être des documents qui sont enregistrés. Ça devient intéressant pour nous autres lorsqu'on regarde à tout ça. Et on note aussi une augmentation du niveau de détail, puis on va dans le détail ou de la prescription. Sauf que la plupart des communautés ne considèrent pas certains outils. Et un outil qui est extrêmement utile, c'est justement un outil qui vous permettrait d'être entre le plan municipal ou le plan rural de votre communauté et le zonage et tous les outils prescriptifs. Par exemple, le plan secondaire ou le projet d'aménagement qui vous permet justement d'avoir préséance sur tout ce qui est déterminé dessous. Par exemple, votre zonage vous avez le zonage pour du lotissement qu'on appelle conventionnel, mais avec un projet d'aménagement que vous auriez avec le design de collectivité durable qui sera appliqué à un projet d'aménagement dans votre communauté, ça vous permettrait de déterminer vous autres-mêmes au niveau prescriptif comment ça va s'établir avec les marges de retrait, comment ça va s'établir aussi avec les bâtiments, réglementation avec les lotissements que vous allez avoir sur ce site-là, ce site spécifique. Donc, c'est extrêmement intéressant et extrêmement flexible aussi où vous voulez amener votre projet. Imaginez-vous aussi au niveau des propriétaires, qu'est-ce que ça veut dire? Qui va être propriétaire de quoi? Pensons par exemple à un projet d'école, on va dire que tout ce qui est en dedans de la ligne, en pointillé, en vert, représente le projet d'école que vous aimeriez établir dans votre communauté. Et vous avez un espace vert qui a été soit réservé à la municipalité ou donné à un organisme de conservation, une fiducie foncière, une fiducie de conservation. Vous pouvez aussi avoir de l'espace en commun qui va être géré par l'association de propriétaires et vous pouvez avoir, bien entendu, les lots individuels qui vont être déterminés. Mais lorsqu'on regarde justement à mettre ça en œuvre, il faut penser un petit peu plus au niveau du projet d'aménagement. De quelle façon on pourrait avoir un projet d'aménagement qui soit adopté par la municipalité, qui comprendrait non seulement ce projet de lotissement d'une propriété donnée, mais ça pourrait être plusieurs propriétés dans un secteur de la municipalité qui serait possible justement d'aménager pour aller beaucoup plus loin que ce qu'on appelle les projets conventionnels. Déterminer aussi les propriétés de condos, l'association de propriétaires, c'est nécessaire, et délimiter aussi les propriétés franches et d'entente légale et covenant, qu'on appelle en anglais. Tout ça, ça vous permet de voir que vous pouvez prendre plusieurs outils qui vont vous aider justement d'avoir un projet légal qui va vous permettre de faire ce que c'est que vous voulez faire vraiment avec l'aménagement en durabilité que vous aimeriez amener dans votre communauté. OK. Lorsque vous intégrez tous les éléments, je vais vous donner un petit peu l'exemple qu'on a suivi au village en haut du ruisseau et qu'est-ce qu'on a réussi à faire. C'est que, bien entendu, on a commencé à savoir un peu plus quelle communauté avec laquelle on devait travailler, connaître le site lui-même, on a marché le site, on a vendu l'idée, on a défini des conditions qui étaient préalables, déterminer aussi nos partenaires. On a eu plusieurs partenaires, au-dessus de 43 partenaires. On a eu aussi plusieurs étapes et éléments en design, que ce soit discussion pré-application, plan d'analyse du site, plan préliminaire conceptuel, processus de design à 4 étapes, celui que j'ai mentionné un petit peu auparavant, où est-ce qu'on parle, par exemple, déterminer l'espace de conservation, par après, site de maison, aménagement des rues et ligne de l'eau, ce qu'on appelle le processus de design à 4 étapes, plan conceptuel du promoteur qui est proposé justement à la municipalité,
Et c'est là où est-ce qu'on va regarder quel genre d'instruments légaux on va pouvoir utiliser pour adopter le projet lui-même et intégrer avec ça les parcs, l'agriculture urbaine, tous les éléments de design pertinents et des ateliers, les bénéfices et les profits, bien entendu, on va les voir lorsque les unités vont être vendues et vous allez vous rendre compte que ça se vend assez vite. Et la restauration de la biodiversité et régénération devrait aussi être considérée après que le projet est déjà commencé ou que le projet même est près de la finition ou déjà fini. D'aller beaucoup plus loin que seulement le projet lui-même et regarder aussi un peu plus comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, afin de faciliter la mise en œuvre d'autres projets qui auraient aussi l'approche de design de collectivité durable. OK. Tout ça étant dit, lorsque vous regardez aux résultats, dans nos communautés, on doit se poser une question qui est extrêmement importante. Pourquoi ne voit-on pas de changement réel lorsqu'on parle de durabilité ou d'efficience en énergie? Et il y a un organisme qui, justement, a regardé à tout ça, qui s'appelle Sourceball, en 2017. Et ils ont noté 16 raisons qui expriment un peu pourquoi on ne voit pas vraiment de changement dans nos communautés. Par exemple, les clients et consommateurs sont tellement désespérés qu'ils prendraient n'importe quoi. Pas besoin que ça soit durable. Il n'y a pas vraiment de choix et présentement, ils veulent juste avoir un endroit où vivre. Le deuxième point qui a été soulevé, c'est que les professionnels tendent à rester loyaux aux conventionnels, même si ça ne fonctionne pas, parce que les autres sont capables de rentrer dans ce que c'est que ça leur coûte. Ils sont capables de faire un profit avec ça. Et ils disent, bon, on n'a pas besoin de se compliquer un petit peu plus la vie ou de rendre ça un peu plus complexe. L'éco-blanchiment, il ne faut pas se leurrer, ça existe. Il y en a plusieurs gens qui sont très sceptiques avec tout ce qui s'appelle durabilité. Manque de cas d'affaires convaincants, s'il n'y en a aucun dans votre communauté, les gens ont tendance à croire que ça n'existe pas et que ça n'existera jamais. Incertain des coûts et en capitaux et maintenance du cycle de vie. Dans le cas que nous avons présenté, nous espérons que ça vous a donné justement une idée comment ça fonctionne et aussi des revenus qui sont plus élevés avec une approche qui est plus durable. Structure des affaires et des cultures non préparées, relations confortables avec les chaînes d'approvisionnement existantes, lenteur à apprendre et résistance au changement. Extrêmement important à considérer parce que les gens ont tendance à dire que ce n'est pas toujours bon d'aller vers des changements, même si c'est pour le mieux d'une communauté, on doit considérer justement de quelle façon on pourrait amener ça. Une des façons qui va être mentionnée, c'est d'avoir la capacité justement de pouvoir monter ça dans nos communautés. Manque d'expérience à utiliser les nouvelles technologies, chaîne d'approvisionnement sous-développée, manque de connaissances et de perception de risques élevés d'insuccès, résistance des syndicats, existence d'innovations complémentaires, complexité de l'innovation, manque d'essai de l'innovation, supervision et coordination nécessaires. Tout ça, c'est extrêmement important, bien entendu, à considérer. Parce qu'il ne faudrait pas s'imaginer que parce qu'on a plusieurs éléments peut-être problématiques à considérer, pourquoi on ne voit pas vraiment de changement réel, ça ne veut pas dire qu'on doit rien faire. Ça veut tout simplement dire que aussi, on ne doit pas se leurrer. On ne doit pas assumer qu'on va recevoir automatiquement l'appui de notre communauté, tout simplement parce qu'on appelle ça un projet durable. Ce que j'ai vu avec certaines communautés, c'est qu'ils veulent tellement avoir des projets en durabilité et des projets qui soient une réponse au changement climatique, c'est qu'ils ont commencé justement avec du matériel et des éléments en durabilité. On va penser par exemple au jardin de pluie ou des barils d'eau, de pluie ou du solar, voyons, les panneaux solaires, excuse-moi,
Les panneaux solaires qui sont à même des édifices ou les maisons qui vont être bâties, on s'imagine qu'à travers ça, on est capable d'amener, d'appeler ça vraiment un projet en durabilité, mais on devrait peut-être regarder un peu plus à l'intégration de tous les éléments en durabilité qui amèneraient, par exemple, le bien-être et de la façon dont ça pourrait être intégré à même un projet d'aménagement communautaire. OK. Je vais vous parler maintenant de l'atelier, cet exercice pratique-là qui va avoir lieu le 16 février prochain, le mois prochain. On va utiliser les principes appris en design dans un projet concret en utilisant votre propre design à travers un projet de lotissement dans une collectivité fictive. Je vous recommanderais de vous préparer à l'avance à cet atelier en révisant toutes les notions et les principes dont on a fait mention durant la formation. Vous avez le lien ici qui vous permet justement de pouvoir retourner là-dessus. Et on aimerait aussi que chacun des participants à l'atelier joue un rôle différent. Okay? Par exemple, vous pourrez décider que vous allez être un promoteur, promotrice ou constructeur, maire, conseiller, conseillère, urbaniste, ingénieur civil, DG de la municipalité, ou un banquier ou un agent de la circulation, peu importe, être quelqu'un qui aurait une certaine vision comment la durabilité pourrait s'implanter dans la communauté. Et qu'est-ce que ça veut dire? Les discussions que vous allez avoir entre les gens du groupe, ça va être vraiment intéressant. Je vous laisse aussi avec ça un aide-mémoire et des étapes. Vous pouvez même commencer à remplir ce tableau-là avant d'assister justement à l'atelier. Et les points à considérer seront soit les objectifs du projet, design de maison, route et connectivité, gestion des eaux de ruissellement et système d'égout. Et bien entendu, amusez-vous. Il faut vraiment que les gens comprennent qu'au niveau du design, ça peut vraiment être intéressant lorsqu'on a plusieurs gens qui sont autour de la table. Avez-vous des questions là-dessus? Et juste avant ça, si vous êtes intéressé de poursuivre avec l'approche des codes, je vous suggère de rentrer en communication avec moi. Ça va me faire un plaisir de vous aider. Et là-dessus, je te remercie, Eddie, de me laisser la parole pour présenter. Je vais revenir à la question. Pourrais-tu me rappeler la question, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Juste pour commencer, nous allons fournir l'aide de mémoire avec notre prochaine courriel électronique, l'invitation pour notre atelier. Et nous aimerions vous donner un petit regard à l'exercice que nous allons faire. La question qui a été posée, c'était quelle agence ou consultant du Nouveau-Brunswick suggérez-vous pour faire une étude complète, environnement et toute autre contrainte écologique, et combien peut coûter une telle étude? C'est une question qui est assez qui est complexe. Je ne sais pas si c'est vous, Madame Léger? OK, OK. On parle de quelle municipalité? Haute-Terre. OK. Ça, c'est le secteur, c'était le secteur non incorporé. Et les Hautes-Terres sont localisées, je crois, avec la péninsule acadienne. OK. Bon. Ce que je dis que de quoi on parle, c'est vraiment d'amener quelqu'un qui aurait la capacité avec la Commission des services régionaux, par exemple, de la péninsule acadienne, pour monter un projet chez vous. Ça voudrait dire d'aller chercher, par exemple, du financement avec la communauté pour monter le projet. Au niveau de la capacité, il n'y a pas beaucoup de professionnels présentement, même au Canada, qui sont capables de monter ça. Moi, bien entendu, je vais vous dire, je suis capable, là, je l'ai déjà fait, mais il n'y en a pas beaucoup. OK? Et aussi qui fonctionne en français, bien là, vous allez avoir encore moins de gens. Puis, ça explique pourquoi j'ai de la difficulté à trouver. Ouais, OK.
Ben, c'est ça. Si vous entrez en communication avec moi, ça va me faire un plaisir de travailler avec vous. Moi, Ok. mon but, ce n'est pas d'être millionnaire, ce n'est pas d'être milliardaire, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment d'aider des petites communautés, spécialement les communautés du Nouveau-Brunswick, à pouvoir aménager des projets qui sont plus durables. C'est possible. C'est juste une question de dire comment on peut s'organiser. Pour monter un projet, je ne peux pas vous donner un chiffre tout de suite parce qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut considérer. Par exemple, il va y avoir l'étude situationnelle, OK, dans votre région. Cette étude-là, c'est ce que c'est qui va faire prendre conscience aux gens. Qu'est-ce que ça veut dire une densité d'occupation du sol? Et lorsque les gens comprennent ce que c'est que ça veut dire et les revenus qui viennent avec ça, tout d'un coup, les gens sont ouverts à « Ah, c'est ça qu'on va faire. On va augmenter la densité d'occupation du sol. » Je sais que Benjamin est très au courant de ce que c'est qu'on présente aujourd'hui. Benjamin, il va vous donner tout le support qu'il pourrait vous donner pour dire « OK, on va monter un projet comme ça. » Entrer en communication avec moi, moi, ça me ferait plaisir de pouvoir discuter avec vous, probablement avec votre conseil. Je ne sais pas si on appelle ça un conseil avec les Hautes-Terres. Un conseil, OK. Ben, les notions sont nouvelles, hein, sont nouvelles même pour nous autres. Ça fait qu'on essaie de regarder un peu comment ça va fonctionner. Je crois que c'est similaire à ce que c'est que ça fonctionne, comment ça fonctionne avec les municipalités. Et ça voudrait tout simplement dire, c'est qu'on va commencer à parler avec soit votre maire, je ne sais pas si vous avez un maire. Oui. Vous avez un maire et vous avez des conseillers. Oui, oui, la structure, l'organigramme est plus ou moins la même que n'importe quelle autre municipalité au Nouveau-Brunswick. C'est juste qu'il y a une gouvernance locale au Nouveau-Brunswick, puis il y a des municipalités qui ont été regroupées ensemble, puis on est une de ceux-là. Oui, oui, oui. Je suis au courant de ce que c'est qui est arrivé, mais de là à dire que je connais tous les détails, c'est nouveau pour tout le monde. Oui, oui. Moi, ça va me faire un plaisir d'avoir, par exemple, une réunion virtuelle où on pourrait justement parler de tout ce que c'est qu'on vient de mentionner. Ce que c'est qu'on pourrait faire justement avec vos gens de la communauté, c'est de leur donner l'information qui a été enregistrée jusqu'à présent. Cette information-là, vous pouvez la trouver sur le site Quest et ça va permettre justement à ces gens-là d'avoir une meilleure compréhension d'où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et lorsque moi, j'ai rencontrerai, puis que je commencerai à parler avec ces gens-là, on va commencer à voir un peu plus qu'est-ce que ça veut dire au niveau spécifique. Qu'est-ce que vous avez en tête d'aménager, comment vous voulez l'aménager, avec qui vous voulez travailler, quel genre de partenariat vous aimeriez avoir, et aussi au niveau du financement. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça va demander du financement. Ça, on a déjà un bon bout de chemin déjà de fait. OK. Ah, ben, c'est beau. Ouais, je t'appellerai on pourra faire le point. Ça marche. Merci. Benjamin me connaît assez bien. OK. Merci d'avoir assisté. D'autres choses? Merci, Myriam. J'ai mis le lien pour notre site web avec tous les enregistrements, c'est dans le chat. Et j'ai aussi mis les coordonnées pour Daniel, que vous voyez. Juste pour vous montrer l'exercice que nous allons utiliser le 16 février. C'est un exercice sur ligne. On utilise un outil qui s'appelle Mural. Je vais partager mon écran juste pour le moment. C'est en anglais, mais on va en faire une copie en français. Alors, c'est la même chose. C'est la carte du lotissement sur laquelle vous allez identifier l'emplacement des maisons, des routes, des espaces verts et des autres aménagements, par exemple, génération d'énergie solaire, si vous voulez.
c'est à toi de décider c'est quoi les objectifs de votre conception, de votre développement. Et avec le Memory Helper, l'aide de mémoire ici, c'est très facile à utiliser. Par exemple, on utilise ces graphiques-là, puis on les met sur la carte là où on a besoin de mettre les maisons. Alors, c'est très facile à utiliser. Daniel va être le facilitateur de l'exercice pour cet atelier. C'est un exercice qui est fictif, mais ça représente, par exemple, si jamais votre conseil municipal serait intéressé, là, de se mettre ensemble et de regarder de quelle façon ça peut fonctionner. Comment le design, par exemple, à haute terre, pourrait même s'implanter, comment qu'on pourrait avoir des discussions avec certains partenaires qui vous donneraient un design qui serait vraiment unique dans votre cas. Vous déterminez une région, mais en passant à travers cet exercice fictif-là, les gens vont comprendre que ce n'est pas seulement qu'une question d'amener des éléments ou des principes de conservation ou de durabilité, mais c'est de point de vue pratique, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça va regarder sur notre site ou dans notre région. Votre conseil, je vous recommande leur demander s'ils seraient intéressés de pouvoir assister justement à l'atelier. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir les aider, de pouvoir les aider à cheminer à travers le processus lui-même. OK? OK. Alors, pour finir, si vous n'avez pas d'autres questions, Myriam, nous avons une petite évaluation de 2 minutes, même pas. Alors, nous allons lancer ça. Si vous pouvez nous fournir des feedback, Helda, you can launch the poll. By the way, Eddie, is it, it's not recorded now? Yeah, it's still recording. Still? Oh. Okay. We can end the recording. Merci tout le monde. OK, that's it.